Alors, nous en sommes à la deuxième étape de notre cheminement. Le thème de l'élaboration d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et pour nous en parler, je pense que nous n'aurions pu bénéficier de quelqu'un de plus expérimenté, Maître Siegfried Peters, qui est secrétaire général de l'Assemblée nationale en ce moment depuis 2019, mais qui a une longue expérience en la matière. Il a commencé sa carrière à l'Assemblée nationale en 2002. Il a été directeur des affaires juridiques et législatives de 2017 à 2019, avant de devenir secrétaire général de l'Assemblée nationale. Donc, son expérience est un gage de compétences et d'intérêt pour tous. Alors, je vous laisse la parole, Maître Peters. Merci beaucoup. Comme disait Maître Boileau, c'est une journée consacrée à la législation. On n'a pas beaucoup l'occasion de parler de ce sujet aussi en profondeur. Alors, merci de votre intérêt, puis merci d'avoir organisé le colloque. Malheureusement pour moi, j'ai pas gagné au tirage au sort, donc je passe après des gens devant qui je suis encore impressionné. C'était vraiment intéressant d'entendre la version du avant. Et donc, moi, je vais consacrer mon intervention à la phase parlementaire. Donc, comment ça se passe une fois à l'Assemblée nationale? Je dois faire peut-être une petite mise en contexte et une mise en garde. Donc, secrétaire général de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, moi, je suis le premier conseiller de la présidente de l'Assemblée en ce moment. J'ai conseillé les présidents avant elle et j'entends bien continuer à exercer mes fonctions et donc conseiller les présidents qui suivront. Et donc, moi, je suis rattaché au Parlement. Je suis là pour gérer l'ensemble de la machine administrative du Parlement. Donc, je suis entièrement apolitique. D'habitude, j'essaie de m'habiller en gris, là, donc aucune couleur politique. Je n'avais plus de propre ce matin. Mais ce que vous devez retenir, c'est que bien sûr, moi, je conseille la présidente quand il y a quelque chose qui se passe à l'Assemblée, donc pour trouver la meilleure solution en fonction des règles applicables de la jurisprudence. Donc, on applique des principes de droit parlementaire dans une joute politique. Vous voyez déjà que c'est pas toujours simple. Et elle-même est politicienne, donc elle doit faire l'arbitrage entre ce qui est le juridique pur puis ce qui va être accepté par ses collègues parlementaires. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'un matin où il y aura une question tranchée par la présidente, ça se peut que mon téléphone ait sonné plusieurs fois et que tous les partis politiques m'aient consulté sur la même affaire pour me demander quelle était leur propre marge de manœuvre, quelles étaient les règles applicables. Et donc, moi, je vais répondre en fonction de la question telle que posée, sans jamais, évidemment, faire référence aux autres appels que j'ai pu avoir sur la même question. Je vais leur donner le meilleur conseil. Puis après ça, ce sera à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis est-ce que ça va résulter en quelque chose qui va se passer ou pas à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait des journées assez variées et intéressantes. Compte tenu de tout ce que j'ai vécu depuis 2002, vous comprendrez que j'ai beaucoup d'exemples, mais en tout temps. Les exemples que je vous donne sont à titre illustratif, je pense, pour rendre le tout intéressant, mais il ne faut pas voir là un jugement politique sur les gens qui auraient pu poser les gestes. C'est vraiment pour rendre le tout plus compréhensible. Donc, voilà pour la mise en matière. Donc, à titre de secrétaire général, je suis un spécialiste de la procédure parlementaire. Donc, toutes les règles qui s'appliquent à l'Assemblée, ça part de la Constitution jusqu'à la jurisprudence parlementaire développée au sein de l'Assemblée. Mais on s'inspire aussi des principes qui ont lieu ailleurs dans d'autres parlements du même style britannique que nous. Et on écrit aussi un livre de doctrine qui s'appelle « La procédure parlementaire du Québec », d'où est tiré en partie là, certains éléments d'où sont tirés en partie certains éléments de mon exposé. Et donc, vous pouvez y référer. Et donc, tous les députés peuvent se référer à moi pour avoir des conseils en procédure parlementaire. Alors, ce que j'entends faire aujourd'hui, c'est vous parler donc des étapes du processus parlementaire. Le plan est en 3 volets. L'élaboration de la mesure, le cheminement de la mesure, ça va être surtout sur le cheminement parce qu'on a parlé beaucoup de l'élaboration. Puis ensuite, quelques cas particuliers, peut-être pour venir raffiner les explications du début. Alors, c'est ce que je vous propose. Est-ce que c'est adopté pour se mettre dans le ton? Adopté? Excellent. On passe à la prochaine. Donc, l'élaboration, c'est ce qui se passe avant les débats. Je ne veux pas m'étirer là-dessus parce qu'on a eu là, des exposés là, forts et éloquents, mais
à ce qu'on a dit, peut-être que je dois rajouter quand même certains volets, parce qu'on a beaucoup parlé du point de vue du gouvernement, hein, bien entendu, parce qu'on verra que le gouvernement contrôle une bonne part de l'ordre du jour de l'Assemblée. Et donc, la plupart des projets de loi qui vont être présentés et ultimement adoptés sont ceux émanant du Conseil exécutif. Mais il y a d'autres députés qui ont le droit de présenter des projets de loi. Donc, ça peut être des députés qui sont dans des partis politiques d'opposition. Ça peut être des députés qui deviennent indépendants en cours de législature ou qui ont été élus à ce titre-là, quoique c'est beaucoup plus difficile. Et ces députés-là, comme les membres du gouvernement, vont faire l'objet de toutes de pression. Et le premier ministre en a bien parlé. Donc, ça peut aussi donner des idées à des députés de vouloir présenter des projets de loi en leur propre nom, et non le gouvernement lui-même. Ça peut être lié à des événements d'activité, donc on veut réagir. Et là, un des rôles les plus difficiles, c'est de se demander est-ce que cette réaction-là est le bon réflexe? Est-ce que ça doit passer par un projet de loi pour régler le problème dont il est question? Donc, on y reviendra. Parfois, ça peut émaner aussi d'une série de cas qu'on va voir comme députés quand on rencontre des citoyens dans notre circonscription. Donc, les députés tiennent des heures de consultation dans leur bureau, principalement le lundi, parce que l'Assemblée ne siège pas généralement. Puis ils vont faire affaire avec des gens qui sont vraiment en bout de parcours. Ils ont tout essayé, tout est bloqué dans l'administration publique, puis il faut régler ce cas-là, parfois par une modification législative. Donc, des fois, la modification peut provenir de telles interactions où on réalise qu'il y a plusieurs cas comme ça qui émanent, puis on n'est pas le seul député. Puis là, on a l'idée de vouloir régler ce problème-là à plus long terme. Parfois aussi, ça va prendre la forme de pétitions qui sont présentées à répétition sur un enjeu. Et le législateur, donc les députés, vont être favorables. Ils vont réaliser qu'il y a là un enjeu et qu'il faudrait le régler. Mon meilleur exemple, ça arrive rarement, mais il y a un exemple, c'est pour limiter l'accès au salon de bronzage pour les plus jeunes. Donc ça a émané d'une pétition, donc d'un mouvement citoyen. Et les députés se sont intéressés à la question, puis ont ensuite adopté un projet de loi pour régler l'enjeu. Des cas plus récents, modifier le régime de négociation collective qui est en cours d'étude. Cette semaine, le mode de rémunération dans le milieu de la santé. Un peu plus loin, la presse qui a changé de forme, qui est maintenant un organisme sans but lucratif. Donc tout ça, ça a passé par un geste du législateur. Donc on voit que c'est assez varié. Hein? Tout ça, c'est passé par l'Assemblée nationale à un moment ou un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon... Ben oui, ça part tout seul. Alors, tout ça pour vous dire que tous les députés ont le droit de présenter des projets de loi. C'est vraiment un droit fondamental de chaque député qui compose l'Assemblée nationale. Il y en a 125. Mais, dans la pratique, qu'est-ce qui fait que ça va se rendre jusqu'au bout du processus? Ben, c'est le contrôle du gouvernement sur l'agenda de l'Assemblée. Et c'est ce qui fait que la plupart des projets de loi qu'on va voir se rendre jusqu'au bout du processus, ça va être ceux qui émanent du Conseil exécutif, parce qu'il exerce un grand contrôle sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et il y a un penchant positif pour ses propres projets de loi. Les députés d'opposition pourraient faire cheminer une mesure, donc dans les créneaux qui leur sont réservés. Le mercredi après-midi, il y a ce qu'on appelle les motions du mercredi, donc dans le jargon, mais c'est les affaires inscrites par les députés d'opposition. Donc, ils prennent le contrôle de l'ordre du jour, puis ils peuvent faire cheminer une mesure. Mais à coup de 2 heures, un mercredi après-midi par semaine, sachant que les créneaux sont répartis entre les groupes d'opposition. Donc, un député qui est dans un des groupes d'opposition n'avait pas tant d'occasion de faire cheminer sa mesure. Puis ce même temps-là du mercredi peut être utilisé pour débattre d'un autre enjeu de société. Donc, il y a des choix qui sont faits par le parti politique en question, ce qui fait que c'est très rare là, qu'on veuille utiliser plusieurs mercredis de suite pour débattre d'un projet de loi, sachant que on pourra peut-être passer à travers une des étapes, mais qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'autres étapes. Et donc, pour en arriver à faire adopter une mesure qui provient de quelqu'un qui n'est pas au Conseil exécutif, ça va plutôt être une entente qui va être convenue avec le gouvernement pour trouver du temps pour faire aboutir cette mesure-là, puis je vais vous donner des exemples plus tard. L'autre élément qui fait en sorte qu'il n'y a pas tant de projets de loi ou que la marge de manœuvre du député qui n'est pas ministre, elle est plus restreinte. Et donc, il y a moins de possibilités de présenter des projets de loi sur certains sujets. Puis on y a fait référence tout à l'heure, c'est l'initiative financière de la Couronne. Donc, la loi, la Constitution prévoit qu'il y a certains gestes qui peuvent être posés seulement par les ministres qui représentent la Couronne. Donc, tout ce qui concerne un engagement de fonds publics. Donc, quand vraiment, il faut décaisser de l'argent là, sonnant pour une mesure. Si on veut créer un nouvel impôt, une taxe, donc imposer une charge aux contribuables, seulement un ministre peut faire ça, remettre une dette envers l'État ou encore aliéner un bien qui appartient à l'État. Donc, ça vient réduire un peu la marge de manœuvre du député qui n'est pas ministre. Mais, une fois qu'on a dit ça,
c'est quand même possible. Donc, on a vu là, comment se passe la phase d'élaboration là, au sein de l'administration publique quand on est un ministre. Donc, on est accompagné par des légistes des différents ministères, puis ensuite, il y a les légistes spécialisés du secrétaire à la législation. Donc, ça fait des couches d'expertise. Puis un processus qui est évidemment un peu plus laborieux, je dirais, que celui qu'on va proposer au député qui n'est pas ministre. Donc, le député qui n'est pas ministre, c'est qui, je le rappelle, c'est le député indépendant, qui est rattaché donc à aucune formation politique, le député d'un groupe d'opposition, mais aussi un député qui est membre du groupe parlementaire formant le gouvernement, mais qui n'est pas lui-même ministre. Donc, les services pour rédiger le projet de loi, c'est l'Assemblée qui les fournit. Donc, on lui dédie un légiste ou une légiste, et cette personne-là va essayer de déterminer avec les députés, je reviens à ma question de départ, est-ce que l'objectif poursuivi, qui peut être très noble, doit, à la fin, être présenté sous forme de projet de loi pour régler le problème dont on parle. Donc, c'est la première question qu'on va aborder avec le député. Et des fois, on a ce réflexe-là de vouloir régler un problème, ça prend un projet de loi. C'est pas toujours la bonne façon d'y arriver. Donc, les légistes de l'Assemblée sont neutres, sont impartiaux, c'est notre credo de base, et ils vont être là pour offrir les meilleurs services au député qui veut présenter un projet de loi. Puis on va faire avec ce député-là toutes les démarches pour s'assurer d'arriver au meilleur produit fini pour qu'il puisse être présenté ensuite à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le député, il va avoir un service de recherche quand il est dans un groupe d'opposition assez bien organisé, puis il va arriver avec une mesure qui existe ailleurs. Puis il va dire en Suède, ils font telle chose, ou aux États-Unis, ils font telle chose, donc c'est ça que je veux moi aussi. Donc là, la question du droit comparé, puis se demander, bien ça, dans un corpus X qui se tient, est-ce que ça se tiendrait dans notre propre corpus? Donc, toutes ces analyses-là vont être faites au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer d'amener le député à choisir la meilleure intervention législative dans le cadre québécois. Donc, il va y avoir tout un cheminement, comme je le dis, à échelle réduite par rapport à ce qui a été présenté là, par Maître Boileau, bien entendu. Puis l'objectif, à la fin, c'est d'arriver au meilleur produit. Puis on dit aux députés, bien, peut-être pas oublier de consulter votre propre groupe politique. Savoir si la mesure que vous avez en tête, elle va plaire à votre groupe parce qu'il y a peut-être aussi un agenda plus large. Parce que les députés, parfois, ils arrivent avec une belle intention individuelle, ils veulent régler une situation, mais ça va pas être parfaitement compatible avec les orientations de son propre parti. Donc, il y a tout ça là, qu'on discute avec le député. Des exemples récents, il y a Mme Gazal qui a déposé un projet de loi cette semaine là, sur la contraception. Donc, un exemple concret de projet de loi. Il y en a qui vont jusqu'à la fin. Je vous en donne quelques exemples. Donc, la loi proclamant la Journée nationale de l'érable, qui avait été déposée par le député de Beausud, ça a été adopté récemment. La loi proclamant la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal par une députée d'opposition. Donc, on voit que c'est des sujets quand même là qui peuvent être à degrés variables. Mais donc, c'est possible. Mais ce que je dois dire, puis on m'a mis un gros astérisque, il y en a 60 qui ont été présentés de ces projets de loi. Donc, 60 qui ont passé tout le processus que je viens de vous décrire, qui ont été accompagnés par des légistes de l'Assemblée nationale, mais tous ne seront pas adoptés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis, plus il y a de partis politiques, plus il y a d'options à mettre sur la table, plus ça demande de travail pour donner cette occasion-là aux députés de présenter leurs mesures à l'Assemblée nationale. Il y en a peut-être qui sont plus connus. Il y en a qui réfèrent à la loi Françoise David. Donc, c'était quoi? C'est la loi modifiant le Code civil pour protéger le droit des locataires aînés. Ça, c'est une mesure qui avait été présentée par une députée d'opposition et qui, avec les tractations avec le gouvernement, a réussi à être adoptée sous cette forme-là, mais à même le temps du gouvernement qui a dit, on va vous donner un créneau, puis on va arriver à la meilleure mesure parce qu'on pense que c'est légitime. Alors, voilà pour quelques exemples, peut-être, là, d'intérêt. Un autre exemple, c'est assez rare, mais on avait une vice-présidente qui était très intéressée par tout ce qui est le respect et les mesures qui vont à l'encontre de tout ce qui peut s'appeler harcèlement à l'Assemblée nationale. Donc, elle était à l'origine d'un comité de députés, puis elle a présenté un projet de loi qui a été adopté, qui s'appelle la loi modifiant la loi sur l'Assemblée nationale, pour instituer le commissaire au respect. Donc, on a maintenant une entité qui s'occupe de ces questions-là pour les députés. Donc, c'est un symbole important qui a pris la forme d'un projet de loi et ça n'a pas été fait par un ministre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que qu'est-ce qui se passe avec ce PowerPoint-là? Le moniteur fonctionne. C'est le printemps. Je pense que toutes les fleurs veulent arriver en même temps.
Donc, les éléments communs à toute mesure, on en a parlé. Hein, il y a la Constitution. La Constitution prévoit qu'on doit légiférer dans les 2 langues. Donc, peu importe le type de projet de loi, peu importe d'où il émane, à la fin, pour être présenté à l'Assemblée, il doit avoir été traduit. Et M. Boileau a parlé des légistes qui sont bilingues, se spécialisent dans ce volet-là au sein de l'exécutif, mais on a aussi notre direction de la traduction et de l'édition des lois, donc qui est là pour le volet traduction, pour le volet mise en page de la mesure pour qu'elle soit présentable à l'Assemblée. Et contrairement à ce qui se fait à Ottawa, où c'est de la co-rédaction. Alors, donc, ils vont prendre une mesure, il y a un légiste anglophone puis un francophone qui est attitré, puis ils rédigent en même temps, puis à la fin, il faudrait que ça dise la même chose, idéalement. Nous, c'est vraiment une version, là, on travaille en français, puis après ça, on traduit la version, puis à la fin, on s'assure que les deux disent la même chose. L'avantage de cette méthode-là, si je peux le dire ainsi, c'est que parfois, en cours de traduction de la mesure, on va poser des questions aux légistes à la base en français en disant « Est-ce que c'est bien l'intention? » Parce que moi, pour traduire, il faut que je comprenne c'était quoi qui était voulu. Et on va raffiner, améliorer, je dirais, la version française à la lumière de la traduction qu'on doit faire, parce que le premier test d'interprétation, c'est bien celui de la traduction. Alors, c'est un peu ce qu'on fait à l'Assemblée. Donc, nous, évidemment, il y a un gros mur de Chine, si on peut encore dire ça aujourd'hui, là, cette direction-là, je ne sais pas ce qu'ils font. À moins qu'il y ait un problème de ressources, etc. Mais j'ai pas le titre de tous les projets de loi qui transigent là. C'est vraiment un canal de communication entre le secrétariat de législation et l'Assemblée nationale. Puis pour tout ce qui est des députés autres, là encore, je suis pas informé parce que c'est pas à moi de savoir tout ce qui se trame là. L'important, c'est que chaque député puisse agir à titre de législateur et présenter une mesure à l'Assemblée nationale. Les étapes, puis là, je suis pas tout le temps bien assis, je vais me lever un petit peu. On va parler des 5 étapes de base. Okay? C'est vraiment l'exposé d'aujourd'hui va partir de la présentation, donc l'étape 1, jusqu'à l'adoption. Puis vous allez voir qu'il y a 2 phases qui vont se passer en commission. Donc, d'où les petits dessins. Là, si on est à l'Assemblée, c'est dans le salon bleu, bien qu'on siège dans le salon rouge temporairement. Donc, les phases qui se passent à l'Assemblée. Il y a une phase facultative en commission, qu'on appelle celle des consultations. Puis l'autre qui a disparu, c'est l'étude détaillée. Alors, je vais vous parler de chacune de ces étapes-là. Puis à la fin, il y a la sanction, mais ça, évidemment, c'est quand ça sort de l'Assemblée. Dans le Parlement, c'est le lieutenant-gouverneur et l'Assemblée nationale, 2 entités qui constituent le Parlement comme un tout. Et donc, la sanction, là, c'est vraiment à l'issue du processus à l'Assemblée. Puis normalement, chacune des étapes que je viens de vous montrer là va avoir lieu à une séance distincte. Hein, tout ne peut pas se faire lors de la même séance. On va commencer par l'étape 1. Hey, ça va bien. Donc, l'étape de la présentation, qu'on connaît peut-être dans le jargon comme l'étape de dépôt. Hein? Donc, c'est la phase 1 du processus législatif. Pour arriver à cette phase-là à l'Assemblée nationale, toutes les étapes avant doivent avoir été faites. Puis avant de pouvoir présenter à l'Assemblée, on a un document qui s'appelle l'espèce de menu législatif à l'Assemblée, qui est le feuilleton et préavis. Alors ça, c'est comme un bon vieux journal. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça le matin? On va voir la dernière page d'un sport, hein, voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on va voir dans les préavis ceux qui sont tout nouveaux, ceux qui sont déjà parus. Donc, le tout nouveau doit avoir passé une journée là. Déjà paru, donc il a passé une journée. Et donc là, désormais, on peut l'appeler puis demander à l'Assemblée de s'en saisir. Donc, c'est là qu'on voit là, vraiment là, la trame de ce qui s'en vient et qui peut éventuellement être porté à la connaissance de l'Assemblée. Ça permet aux députés de se préparer pour ce qui s'en vient. Donc ça, c'est une étape là, obligatoire. Et donc, tout doit avoir été fait, le document mis en forme et tout, prêt à être déposé avant qu'on puisse envoyer le préavis à l'Assemblée. À l'étape de présentation, là, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un gros quelque chose, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résumer qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi. Puis c'est la première étape où là, on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi, parce que là, il y a des lumières rouges qui doivent être présentes dans l'esprit de tout le monde. Avant cette étape-là, puis avant que l'Assemblée accepte de s'en saisir par un vote, tout est confidentiel. Et le fait de révéler l'entièreté du projet de loi ou de faire circuler sa copie auprès de journalistes ou d'autres personnes, c'est un outrage au Parlement. Donc, il ne faut pas commettre cet impair-là. Bien sûr, quand on est un ministre, on a fait une campagne électorale, on a promis d'enlever les cigarettes dans l'espace public, puis qu'à un moment donné, on présente une mesure là-dessus, puis qu'on dit, je vais présenter la mesure là-dessus, ça, c'est pas un gros impair. Mais si on se met à décrire l'ensemble de ce qu'il y a dans le projet de loi, avant même que les députés en soient saisis, c'est là le problème. Parce que les législateurs, c'est les autres députés. Et donc, par considération pour les autres députés, ça serait bien qu'ils puissent prendre connaissance de la mesure,
comprendre de quoi il s'agit, puis la journée où un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous en pensez? » qu'il a eu le temps de voir de quoi il s'agissait. Donc, c'est un peu la logique derrière cette norme-là. Donc, le député, quand il va présenter son projet de loi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le projet de loi et il va lire, dans le fond, ce qu'il y a au verso de la première page, et c'est des notes explicatives. Donc, ça résume l'essence de ce qu'il y a. Puis là, c'est la première fois que les députés entendent de quoi ils sont saisis. On va demander est-ce que c'est adopté. Si c'est adopté, à ce moment-là, nous, on pèse sur Go. Là, ça devient public. Avant cette étape-là, c'est pas public. Okay? Mais là, on met ça sur le site Internet, c'est accessible à tout le monde. On sait enfin ce qu'il y a dans le projet de loi. Raison pour laquelle, moi, en 20 quelques années maintenant, j'ai pas encore eu un projet de loi qui passe pas cette étape-là. Tout le monde accepte de s'en saisir, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi. Quelle mesure, comment on l'a envisagé la mesure, et des fois, ça inspire d'autres mesures par la suite. Alors, voilà pour l'étape de présentation. À cette étape-là, souvent, on va voir un leader d'opposition qui va se lever. Moi, j'aimerais ça avoir des consultations. Pourquoi on le dit à cette étape-là? C'est que l'étape de consultation, elle peut arriver là, tout de suite après, mais elle est facultative. Et donc, tout de suite, on donne l'indice de notre intérêt à avoir ou pas des consultations sur le projet de loi. Pourquoi des consultations? Pourquoi des consultations? En fait, les consultations vont permettre d'outiller les parlementaires en entendant des groupes, des personnes qui ont un intérêt, qui vont être touchées par le projet de loi, de donner leur point de vue, puis de mettre le doigt sur peut-être des éléments auxquels on n'a pas pensé, des problèmes avec la manière dont le projet de loi est rédigé. Et donc, les consultations là, à l'Assemblée nationale du Québec, il y en a vraiment beaucoup. Okay? J'ai sorti quelques chiffres. Là. Par législature, là, on a environ une centaine de projets de loi qui font l'objet de consultations. Donc, c'est quand même pas mal. Et en 24-25, l'année qui vient de s'écouler, on a eu 753 mémoires, 562 témoins. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé, puis je pense que c'est sain à entendre les différents points de vue, parce que bien sûr, quand on présente le projet de loi, on pense qu'il est bon. Hein? Ça part d'une bonne intention, mais peut-être que par choix ou par oubli, il y a des choses qui ne sont pas dans le projet de loi. Et donc, de l'entendre plus largement, puis c'est l'intérêt des députés d'opposition qui n'ont pas participé à l'élaboration de la mesure, d'entendre les points de vue des autres et de voir jusqu'où eux vont mener une bataille pour, par exemple, faire modifier certains trucs qui se retrouvent dans la version initiale du projet de loi. Donc, les consultations sont ça occupe beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. Il y en a deux types. La consultation générale, ça, c'est le gros show. On publie, il y a un délai, il faut envoyer des mémoires. Après ça, on a une audition publique sur ceux qui ont envoyé des mémoires. Il peut y avoir des consultations aussi en ligne qui vont s'ajouter à ça. La dernière remonte à 2014. C'était dans le temps de la Charte des valeurs. Ça s'explique. Il y a des grands projets de loi qui vont encore faire l'objet, je pense, d'une consultation générale, dépendamment de l'ampleur de la mesure puis de ce que ça peut changer dans la vie des citoyens. Mais il faut retenir que c'est très lourd comme processus. Et donc, la plupart du temps, c'est pour ça que le leader du gouvernement va aller voir auprès des oppositions, mais quel type de consultation vous voulez, là? Est-ce qu'on parle d'une longue liste? Qui pourrait être intéressé par ça? Il y a des groupes abonnés, le barreau, protecteur du citoyen, par exemple, mais ça peut être aussi des groupes plus ciblés par la mesure. Ça peut être des citoyens aussi qui vont venir. Mais après ça, il faut se préparer à la consultation, donc c'est quand même assez, là, c'est un exercice rigoureux. Puis la durée est assez variable. Donc, ça va dépendre du nombre de groupes, ça va dépendre de la mesure aussi, là, à quel point elle est costaud ou pas. Donc, c'est difficile de dire d'avance combien de temps ça va prendre. Mais il y a quand même beaucoup de consultations qui se font à l'Assemblée nationale. Une fois que on a dit qu'il y a une présentation, l'étape suivante, normalement, dans le processus normal, c'est l'adoption du principe. La deuxième lecture. À Ottawa, puis comme dans notre ancien jargon aussi, c'était la deuxième lecture. Normalement, il doit s'écouler une semaine entre l'étape de la présentation et l'adoption du principe. Pourquoi? Pour se familiariser avec la mesure, pour ceux qui l'ont appris là, au moment de la présentation, bien comprendre de quoi il s'agit. On a des recherchistes. Puis là, on va essayer de voir, nous, est-ce qu'on est pour, on est contre, de quoi il s'agit au juste, pour qu'on ait un premier débat de fond intéressant sur la mesure qui a été présentée. Évidemment, si on a une consultation, on va attendre que la consultation se termine avant de commencer l'adoption du principe. Donc, c'est pour ça que j'ai les deux mentions là ici. L'adoption du principe, c'est quoi? On va débattre à l'Assemblée, donc pour la première fois, comme je l'ai dit, présentation, là, on expose, mais il n'y a pas de débat. On fait juste un vote. L'adoption du principe, c'est la première occasion, on va vraiment s'exprimer sur la valeur intrinsèque du projet de loi. Ça porte sur quoi? Ça vise quoi? C'est quoi les moyens qu'on a choisis? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour atteindre le même but?
Et c'est là qu'on va commencer à voir où se campent les autres parties. Et donc, c'est vraiment l'étape clé où on va commencer à savoir si le projet de loi peut aller relativement rapidement ou relativement lentement. Okay? Donc, c'est vraiment la première phase où on va se rendre compte de ça. Et la question que probablement tout le monde se posait ce matin en arrivant ici, ça prend combien de temps à adopter un projet de loi? Après 20 quelques années à l'Assemblée, je ne peux pas vous le dire. J'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce qu'à chaque phase du projet de loi, la manière dont est structuré notre règlement, c'est que ça donne des temps de parole individuels à chaque député à chaque étape. Et donc, c'est une fois qu'une étape est complétée que je suis capable de vous dire combien ça a pris de temps cette fois-ci, dépendamment du nombre de personnes qui ont voulu s'exprimer, puis ils l'ont fait pendant combien de temps. Donc, j'ai le pire des scénarios au début. Je peux vous dire combien ça pourrait prendre de temps. Et selon que la mesure est plus ou moins contestée, on va arriver dans ce scénario-là ou pas. OK? Ce qui s'ajoute à ce temps de base-là, donc par exemple à l'addition du principe, l'auteur puis les différents groupes d'opposition, leurs porte-parole, ils ont 1 heure chaque. Puis après ça, chacun a 20 minutes. Donc additionner tout ça, en une séance, là, c'est sûr qu'on passe pas une étape, donc il peut y avoir déjà plusieurs séances pour un projet de loi. Et pour ajouter au plaisir, on a des motions de procédure qui peuvent s'ajouter dès cette étape-là. La motion de report et la motion de scission. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ça existe. C'est quoi une motion de report? C'est un groupe d'opposition qui dirait, la mesure, moi, je pense qu'elle n'est pas suffisamment ficelée ou je pense qu'il manque des éléments. Moi, je voudrais donner du temps au gouvernement là, pour qu'il pense à son affaire. Et donc, je propose qu'on reporte l'adoption du principe, qui est actuellement débattu, à dans 6 mois, ou dans 3 mois, dans 1 an. La beauté de l'affaire, c'est que c'est une motion qui est facile à rédiger. Dès qu'on en est saisi, ça ouvre un débat, puis ça donne 2 heures de plus pour en débattre. Le 2 heures va être souvent utilisé pour manifester notre mécontentement par rapport à la mesure telle que présentée. L'autre motion qui est beaucoup plus technique, c'est la motion de scission. Donc, on prend le projet de loi, on regarde tous ces morceaux. Puis là, nous, tous les projets de loi, on les lit. Là. Puis on se demande est-ce qu'ils vont être contestés. Puis là, quand ils sont très volumineux, là, on se demande est-ce que c'est des principes distincts ou c'est un tout qui est tellement intrinsèquement lié qu'on ne peut pas le défaire en différents morceaux. Je donne un exemple plus simple. Une loi qui protégerait la faune puis la flore. On est d'accord pour protéger la faune, mais la flore, il y a des gros enjeux là, puis nous forcer à voter comme un tout indissociable là-dessus, ça nous indisposerait. Fait qu'on voudrait faire 2 projets de loi avec ça. On présente la scission, on dit un projet de loi sur la faune, un sur la flore. Mais là, techniquement, il faut s'assurer de prendre tous les morceaux là, de la tarte, puis qu'il ne reste plus de miettes, puis de mettre chaque morceau pour que ça fasse un tout cohérent avec la faune, un tout cohérent avec la flore, puis qu'il n'y ait pas de mesure qui mènent d'un à l'autre, parce que là, ça n'en fait pas un tout cohérent distinct. Donc, c'est très technique. Mais quand ils réussissent leur coup, le bonus, à la sortie, c'est un 2 heures de débat sur la scission du projet de loi. Est-ce qu'on en fait 2 ou pas? Pourquoi on utilise ces mesures-là? Quand on est dans un gouvernement majoritaire, c'est clair qu'à la fin, ça va être battu. Mais on va avoir eu 2 heures de plus pour débattre de l'enjeu. OK? Alors, voilà pour le parcours déjà là, à cette étape-ci, puis le temps qui peut être pris pour débattre d'une motion. Quand tout le monde a exprimé son point de vue, ou qu'on pose la question est-ce qu'il y a encore des interventions, puis personne ne veut le faire, là, on va mettre aux voix le principe. Et là, si on adopte le principe, là, on est prêt pour l'envoyer en commission pour l'étude détaillée. Ça a continué, ça. Décidément. L'étude détaillée. Alors, l'étude détaillée, c'est quoi? Hein? La phase de l'étude détaillée la plus connue, c'est l'étude article par article. Je vais me concentrer là-dessus. Parce qu'il y a les remarques préliminaires au début qui donnent l'occasion de faire un tour de table. Quand on est vraiment contre la mesure, on va probablement utiliser ce temps-là. Après ça, les motions préliminaires. Donc, des moyens, par exemple, pour entendre des groupes, en plus, pour avoir plus d'informations, d'outils pour structurer l'étude détaillée qui s'en vient. Donc, c'est des mesures un peu dilatoires, hein, sont vues comme ça quand on est l'auteur du projet de loi et on a hâte d'arriver au contenu. Et au bout d'un certain temps, là, on peut arrêter les motions préliminaires en disant on veut passer à l'article 1. Et là, on commence l'étude du projet de loi. Donc, j'avais ici un projet de loi. Donc, c'est quoi l'étude article par article? Mais son nom le dit, on a des morceaux qu'il faut passer un par un. Donc, chaque article du projet de loi va faire l'objet d'une étude par les députés membres de la commission. Et là, on va y aller article par article. La beauté de l'affaire, quand je vous parlais du temps difficile à définir au début, c'est que les commissions parlementaires sont une espèce de gouffre abyssal du temps parlementaire. OK? Chaque député a 20 minutes par article, par paragraphe, par amendement, par sous-amendement.
Ah, on a du fun quand on veut, là. Et donc, là, ça explique que même un gouvernement majoritaire, il n'est pas convaincu ou certain, au jour 1, que sa mesure va être capable de passer toutes les étapes, même s'il met là, tout le temps requis, parce que quand on est créatif, là, on peut passer beaucoup de temps ensemble en commission parlementaire. Fait qu'on va parler des outils, à un moment donné, pour nous sortir de cet espace-là. Donc, c'est l'occasion qu'on a pour débattre d'amendements. Puis là, je ne veux pas voler le punch à ma collègue qui va vous parler des amendements, mais je vais quand même mettre en place un peu là, les éléments pour les amendements. Donc, les amendements, c'est pour modifier le texte qu'on a devant nous. Et c'est vraiment la première occasion qu'on peut regarder vraiment les détails du projet de loi. Le principe, là, c'est les grandes orientations. Là, on est dans les détails, puis dans chaque virgule, on peut changer tout ce qu'il y a dans le projet de loi. Il faut savoir que l'étude détaillée en commission, à l'Assemblée, là, si on parle de gestion du temps, ça occupe 80% du temps dans une année d'une commission. Ça veut dire quoi, 80% de quoi? L'année dernière, là, on avait 1288 heures en commission sur différents sujets. Là-dessus, 1027 ont été passés pour l'étude de projet de loi. Donc, c'est quand même colossal. Puis, si on compare ailleurs au Canada, là, on est pas mal dans les champions en temps passé en législation. Évidemment, il y en a qui sont plus costauds. Là. Je parle au projet de loi 15 dernièrement. Code civil à l'époque, ça, c'est des mesures qui ont pris beaucoup de temps là, pour les étudier, puis on comprend pourquoi. Un grand nombre, évidemment, d'articles qui le composaient. Donc, par le fait même, ça ouvre des fenêtres infinies pour s'exprimer. Plus le projet de loi est petit, là, il faut vraiment être créatif pour créer des occasions de s'exprimer plus longuement. Puis selon la nature de la mesure, donc plus ou moins grosse, plus ou moins contestée, mais ça va aller plus ou moins rapidement. OK? Donc, la motion d'amendement, techniquement, c'est quoi? C'est pour changer donc un élément, ça peut être une phrase, un mot, en enlever un, en remplacer un, en ajouter. Mais on a des limites à ce qu'on peut faire avec des amendements. C'est-à-dire que le principe d'initiative financière de la Couronne, il appartient toujours au ministre. Donc, un député qui n'est pas ministre ne pourra pas ajouter à un engagement financier, créer une taxe, un impôt, etc. Ça, c'est réservé au ministre. Donc, premier élément là, qui ne peut pas être fait par un député qui n'est pas ministre. Puis, l'autre élément, puis ça, c'est beaucoup plus subjectif, mais on essaye d'entourer ça d'une couche d'objectivité, c'est l'amendement doit concerner le même sujet que la motion de fond qui est amendée. Puis là, je vous ramène au débat sur le principe. On a décidé des orientations du projet de loi, on était d'accord, on est en train d'étudier les détails. Fait que là, notre amendement, il ne peut pas aller à l'encontre de nos principes, parce qu'on a dit qu'on était d'accord. Hein? Donc, ça doit suivre le principe du projet de loi. Ça ne peut pas l'écarter, le nier, le dénaturer, aller au contraire de ce qu'on a dit, qu'on voulait étudier. Ça ne peut pas non plus introduire un tout nouveau principe. Donc, si on parle, par exemple, de l'élevage porcin, puis là, on introduit un amendement sur la qualité du lait ou l'alcoolémie, à moins que les porcs... Mais bref, vous voyez que ça ne serait pas vraiment compatible à la base. Ça, c'est simple. Mais il y en a des fois là, que c'est beaucoup plus délicat. Et donc, ça mène à des débats de procédure. Fait que quand vous accompagnez parfois quelqu'un comme ça, on va regarder les débats, vous dites ah, c'est quoi cette affaire-là? Bien là, on est en train probablement de débattre là, de la recevabilité d'un amendement qui est présenté par quelqu'un qui prétend que ça respecte les règles, puis quelqu'un d'autre qui dit non, ça va trop loin. Ce qu'on peut faire, par contre, par un amendement, c'est atténuer ce qui est en discussion, donc enlever des petits irritants, apporter des précisions, donc rajouter des éléments, des modalités, élargir le débat. Puis notre critère, c'est jamais est-ce que l'auteur est d'accord ou pas, parce que là, ça serait assez simple de déterminer si l'amendement est recevable ou pas. Dans le temps du Duplessis, alors qu'il allait voir le président, il dit, ça ne m'aurait pas bien recevable, ça. Puis le président, il dit, c'est pas recevable. Là, on est vraiment ailleurs, hein? Il y a des critères très objectifs, et ça pourrait amener éventuellement l'auteur à voter contre l'amendement qui est proposé, mais ça respecte les principes de rédaction des amendements. Après ça, le fine-tuning, je laisse Maître Dumas-Legendre vous parler des amendements. Alors, voilà pour les amendements. Mais donc, on voit qu'on peut passer un certain temps à étudier des amendements. Comment ça se passe? On présente un amendement. Donc, c'est un texte qui s'ajoute à ce qu'on est en train d'étudier. Fait que là, le président de la commission ou la présidente va décider est-ce que c'est recevable? C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir en parler ou pas. Donc, si c'est recevable, là, on peut en parler. Puis là, on interrompt le débat sur la motion qui est en discussion. Puis là, on débat de l'amendement. Puis là, on a 20 minutes chacun pour débattre de l'amendement. On pourrait le sous-amender, donc amender l'amendement. Là, on suspendrait l'amendement, on parle du sous-amendement. Là, on débat de ça, on adopte ou on rejette. On revient à l'amendement, on adopte ou on rejette.
on revient à l'article ou au paragraphe qu'on voulait amender, on le reprend tel qu'il est, c'est-à-dire pas amendé si on a rejeté l'amendement, ou tel qu'amendé. Puis on repart le fun. OK? Donc, c'est un peu la dynamique. Mais donc, on y va vraiment un élément à la fois. Une fois que la commission a terminé son travail, si elle y arrive, alors on revient à l'Assemblée nationale. Donc, la commission, c'est un sous-groupe. Il y a une dizaine de députés qui vont se spécialiser pendant une périodique dans les sujets d'une commission donnée sur certains sujets de l'État. Et là, on dépose notre rapport à l'Assemblée un peu avant la période des questions, là, aux affaires courantes, à l'étape des dépôts de rapports de commission. Puis là, on dit, voici ce qu'on a fait. Il y a eu ou pas des amendements. Il peut y en avoir au titre. Puis on dit, voici le fruit du travail de la commission. Fait que là, cette journée-là, les gens, tous les députés, ont jusqu'à 22 heures pour proposer d'autres amendements. Donc, ajouter au texte qui est sorti de la commission et qui a été modifié. Ça peut être des gens qui veulent remarteler une idée qui a été présentée à la commission et qui n'a pas passé, sachant que l'Assemblée est souveraine, elle peut décider de venir raffiner ou redétricoter ce qui s'est passé en commission, parce que c'est un sous-groupe. Donc, l'Assemblée à 125 dit, voici ce que nous, on veut. Donc, ils ont le droit de représenter les choses qui ont été battues en commission. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas membre de la commission puis qui veut ajouter de l'eau au moulin. Ou encore, puis ça arrive quelquefois, en commission, le ministre a voulu faire plaisir. On a voulu le régler un enjeu, puis c'est ce qui fait que ça a débloqué, puis qu'on est sorti de la commission. Puis là, les gens du secrétaire de la législation sont là. Là, il y a un problème de cohérence. On a modifié telle affaire, mais c'est pas parfaitement compatible avec le corpus dans son ensemble. Puis à un moment donné, il est tard, puis on travaille fort, puis on va vous parler des défis. Là. Il y a de la pression à rédiger un amendement là, sur le fly, comme ça. Là. Et donc là, à l'étape de la prise en considération, ça se pourrait qu'on vienne rectifier quelque chose qu'on a fait en commission pour s'assurer que ça soit légistiquement mieux. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on n'est pas éthique à l'Assemblée. Donc, en commission, savez-vous comment on appelle ça? Un amendement? Un papillon. Hein? Le projet de loi, il faut le voir comme une fleur. Puis le papillon il vient se déposer dessus, puis on additionne des morceaux. Puis à la fin, ça va devenir un tout. Donc, ça, c'est du côté qu'il fallait quand même raconter. Et donc, on prend la fleur avec les papillons, on regarde où c'est rendu. Et là, selon que les amendements sont recevables ou pas, parce qu'on va déterminer est-ce que ce qui est présenté là, à cette étape-là, est encore compatible avec ce qu'il y avait dans le projet de loi. Si on dit oui, là, on a un débat sur le rapport avec les amendements, puis on débat du tout en même temps. Et là, chacun a un temps de parole. OK? Donc, l'auteur a 30 minutes, les autres, dans les groupes d'opposition, leur porte-parole ont 30 minutes, après ça, 10 minutes. Puis l'auteur peut revenir, après chaque intervention, 5 minutes. Parce que c'est lui, dans le fond, là, qui est là pour un peu défendre, puis expliquer pourquoi on en est là, puis en quoi les autres amendements sont peut-être pas une bonne idée ou une bonne idée. Et donc, à la fin, on va voter sur les amendements qui ont été déclarés recevables et le rapport. Et donc, ça va faire cheminer la mesure législative. Donc là, elle va être encore possiblement modifiée pour aller à son étape finale. L'adoption, qui va avoir lieu donc à une séance distincte. OK? Et donc, l'adoption, là, on prend un projet de loi comme il est rendu. Donc, le débat va être sur le contenu du projet de loi à cette étape-là. Donc, il y a déjà assez là, parcouru d'étapes parlementaires. Encore là, chacun, l'auteur, les porte-paroles, ils ont 1 heure. Puis les autres députés ont chacun 10 minutes. Donc, encore là, c'est assez difficile de déterminer le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand on a réussi à sortir de la commission, la prise en considération, là, souvent, c'est assez court. Puis souvent, on va réserver des interventions à l'adoption, parce que là, c'est le grand moment. Là, on est rendu à l'étape finale. Puis là, on va se féliciter du travail accompli. Puis après ça, on va passer au vote. Donc, ces étapes-là, souvent, sont moins longues en pratique que les étapes précédentes. Et quand tout le monde a parlé ou qu'il y a plus de souhait de prendre la parole, on va mettre aux voix le projet de loi et donc on va adopter le projet de loi qui va éventuellement devenir une loi. Donc, le travail de l'Assemblée va se terminer à cette étape-là. Ce que je peux vous dire, vous voyez l'Assemblée comme un endroit où on est tout le temps en train de déchirer nos chemises, etc. Sachez que la plupart des projets de loi, il va y avoir des amendements en cours de route. Il y en a beaucoup qui vont se faire en commission. Et grosso modo, là, il y a à peu près 2/3 des projets de loi qui vont être à la fin du parcours adoptés à l'unanimité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont commencé dans la bonne entente, mais qu'en cours de route, on a fini par s'entendre, puis on a modifié les petits irritants, des trucs, puis finalement, ça a créé le consensus, donc à peu près le 2/3. Au début de ma carrière, je disais à peu près le 3/4.
Mais à l'époque, il y avait 2 grands groupes d'opposition, c'est-à-dire 2 grands groupes politiques à l'Assemblée, avec la DQ qui émergeait. Donc, aller chercher un consensus à 2, 3. Aujourd'hui, il y a plus d'acteurs politiques, donc plus d'options politiques. Donc, par définition, c'est pas parce qu'ils travaillent moins bien, les législateurs, mais c'est plus difficile de rallier l'ensemble des députés sur une même solution. Okay? Mais quand même, 2/3, c'est pas mal. Ce que je dois dire aussi, ça arrive rarement, mais lors de l'adoption, il y a encore une fenêtre possible pour corriger ou pour modifier le texte. Si c'est le cas, c'est l'auteur seul qui peut présenter un amendement. Puis là, on va rouvrir une petite commission, mais dans le fond, c'est l'Assemblée nationale qui se transforme en commission plénière. On reste dans la même salle. Puis là, on va étudier la mesure qui va venir peut-être recorriger ou ajouter un aspect, mais c'est très, très, très rare. Il faut juste savoir que ça existe. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour qu'un projet de loi soit adopté dans une période de travaux parlementaires, donc ça commence en janvier, février jusqu'en juin, puis une période de travaux parlementaires que les gens appellent session, mais c'est plus ou moins exact, ça va commencer quelque part en septembre, ça va se finir en décembre. Pour que ce soit adopté pendant une période de travaux, donc celle actuelle, il fallait absolument que la mesure soit présentée avant le 15 mai. Ça explique le goulot d'étranglement. Là, toutes les mesures, on veut les présenter parce que si on veut les adopter d'ici juin, il faut avoir passé cette étape butoir-là. Puis quand on est à l'automne, c'est le 15 novembre. Sinon, c'est pas possible d'adopter dans la même période de travaux. Voilà pour cette étape-là. Une fois qu'on est sorti du Parlement, ben là, il faut aller le faire sanctionner. Hein, c'est prévu dans notre Constitution. Donc, le lieutenant-gouverneur va devoir sanctionner la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sanctionner les 2 versions. On a commencé le processus anglais-français. La plupart des débats vont se faire en français, mais nous, la tradition édition des lois, au fur et à mesure, s'assure que tous les gestes posés par le législateur sont traduits. Pour qu'à la fin, quand on va avoir une loi, la loi va dire la même chose en français et en anglais. OK? Et donc, ça, c'est bien important de se rappeler de ça. Puis moi, comme secrétaire général, avant d'envoyer ça à la sanction, moi, je reçois le torchon. On a plein de termes poétiques. Le torchon, c'est quoi? C'est la version initiale du projet de loi, OK, qui est partie, puis qui a passé toutes les étapes, puis là, là, c'est plus ou moins chaotique, puis là, on s'entend, là, on va modifier telle affaire, on va mettre des papillons dedans. Fait que là, moi, j'ai toutes les annotations des greffiers en commission, s'il y a eu quelque chose en plénière, les amendements à la prise en considération. Puis là, on me dit, ça, là, on vous jure, ça a été adopté par l'Assemblée. Moi, j'écris, puis je dis, au fond, au lieutenant-gouverneur, je certifie que l'Assemblée a joué son rôle. Ça a été adopté. Moi, j'ai le torchon, donc la version initiale, avec les modifications. Puis ça nous sert, dans le fond, de preuve de ce qui a été fait par le législateur. On présente ça, donc, dans sa version française et anglaise. Et là, ça devient une loi. Puis, Maître Hudon, je ne gâcherai pas le punch, là, à partir de quand ça entre en vigueur, je laisse le suspense, pour l'après-midi. L'autre chose qu'il faut peut-être savoir, puis qui est intéressante de savoir, c'est qu'on distingue les projets de loi par leur numéro. OK? Donc, il y a des numéros attribués aux projets de loi présentés par les ministres du gouvernement. Il y en a qui sont réservés pour des députés qui ne sont pas ministres. Puis il y en a pour les projets de loi d'intérêt privé. Donc, c'est comme ça qu'on va distinguer un peu les numéros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les numéros ne sont pas attribués au fur et à mesure que l'Assemblée accepte de s'en saisir. Ils sont attribués au moment où on rédige la mesure, puis on dit celle-là est prête. Puis là, on la met dans le four en attendant, avant d'aller la servir là, au public. Puis là, on dit, là, aujourd'hui, on va appeler tel projet de loi. Puis là, on présente celui-là. Puis là, on s'en saisit. Là, on sait le numéro qu'il porte. Puis là, ça devient public. Puis là, la mesure apporte ce numéro-là tout au long du processus. Je vous donne un exemple. La loi 101. Non. C'était le projet de loi 101, le Bill 101. Mais là, dans l'imaginaire collectif, souvent, on va se rattacher encore à ce qui a marqué les débats parlementaires, puis on va appeler la mesure comme ça. Mais une fois que le projet de loi est sorti de l'appareil parlementaire puis qu'il est sanctionné, dans une année civile, on leur donne un numéro de chapitre dans l'ordre où ils sont sanctionnés. Et là, ils portent un nouveau numéro de loi. Okay? Donc, le Bill 101, qui est la charte de la loi de la langue française, porte le chapitre 5 des lois de 1977. Mais personne ne sait ça, puis personne ne dit ça. Hein? C'est la loi 101. Tout comme le projet de loi 96, hein? C'est la loi 14. Parce que c'était la 14e loi sanctionnée cette année-là. Okay? Donc, voilà pour ces petites explications que je voulais vous donner sur la sanction. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est le processus normal. Il peut y arriver des moments où la procédure normale n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire que si on veut adopter une loi plus rapidement, ce que je viens de vous décrire,
ça fonctionne pas avec l'urgence de la situation. Donc, l'urgence, on en a parlé, hein, c'est une situation qui va être jugée par le gouvernement, par exemple, pour réagir à une situation. On a parlé des grèves. Donc, il y a une époque où il y avait beaucoup de lois spéciales, donc qui passaient par la procédure législative d'exception pour adopter ce type de mesures-là. Mais depuis l'arrêt de la Cour suprême en 2015, on a vu là, qu'il y en a beaucoup moins de recours à ce type de loi-là, parce que là, ça empêche la négociation de bonne foi entre les parties. Et donc, on a moins de ce type de mesures-là. Il faut dire aussi que, puis là, je réfère amicalement à ce qu'on appelle un bâillon, donc on restreint le temps pour aller plus vite. Il y a une époque où le bâillon permettait beaucoup plus de latitude, fait qu'en une journée, on pouvait adopter 21 projets de loi. Puis là, les gens ont décrié ça, le barreau. Fait que là, notre procédure, aujourd'hui, elle permet d'adopter une mesure à la fois. Puis là, on a des temps qui encadrent une telle mesure qui est exceptionnelle, mais qui a encore son utilité. Et là, ça va permettre, dans le fond, là, quand on juge qu'il y a trop de temps qui est passé en commission puis qu'on s'en sortira pas, ou qu'il faut absolument adopter une mesure plus rapidement, d'utiliser ce moyen extraordinaire-là qui est une faculté du gouvernement uniquement. OK? Donc, en gouvernement minoritaire, on pourrait pas se faire passer un bâillon par un groupe d'opposition, là. C'est vraiment un outil du gouvernement pour aller plus rapidement. Ça peut toucher n'importe quel projet de loi à n'importe quelle étape de son étude. Et une fois qu'on adopte la procédure d'exception, ça fait en sorte qu'on met de côté les règles que je viens de vous expliquer, puis là, on passe en mode fast track. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étapes qui n'ont pas été franchies. Donc, si on a commencé une étape et qu'on adopte la procédure d'exception, il faut à tout le moins finir l'étape avec le temps qui est affiché là. Puis si on n'a pas commencé l'étape, ben c'est ce seul temps-là qu'on va passer pour le projet. Je vous donne un exemple concret. Stablex. Hein? On l'a passé en procédure législative d'exception. On n'avait pas commencé le débat sur le principe. Fait qu'on a eu 5 heures à débattre du principe. Une fois le principe adopté, dans la même journée, on passe à l'étude en commission. Sauf que là, c'est pas la commission spécialisée X ou Y, c'est la commission plénière. Donc, l'Assemblée se transforme en grande commission. Puis on étudie ça, tout ça dans la salle où l'Assemblée se réunit. On a 5 heures pour regarder les détails, donc peut-être que ce sera pas suffisant, mais après que l'heure est tombée, on arrête cette étape-là. On passe à la prise en considération. On va avoir 1 heure. Les gens vont pouvoir encore transmettre des amendements. Là, nous, on doit les analyser, déterminer ceux qui sont recevables. Ça va faire l'objet du débat à la prise en considération. Puis à la toute fin, il va y avoir encore 1 heure pour l'adoption. Donc, les étapes classiques, on va les faire, mais dans un temps beaucoup plus restreint. Donc, grosso modo, un projet de loi qui a passé aucune des étapes au début, puis on partirait le matin même, là, on peut se dire là, qu'en dedans de 24 heures, la mesure va être adoptée. Cette mesure-là va s'accompagner souvent d'une séance extraordinaire, parce que ça donne plus de flexibilité pour les heures de séance. Donc, on commence avec une séance extraordinaire, une période de questions, on adopte la procédure d'exception, puis on part le chrono, puis on fait toutes les étapes. Mais un projet de loi qui aurait franchi, par exemple, l'adoption du principe, bien sûr, on commencerait juste à l'étude en commission, puis là, on enlèverait un 5 heures obligatoire, parce que cette étape-là, elle est déjà franchie. Donc, il y en a quelques-unes par année. Au cours de la dernière 3 dernières années, on a eu le projet de loi 15, qui a passé par la procédure d'exception, et Stablex, dont je vous parlais. Puis, selon les années, là, il peut y en avoir, mais il y en a quand même pas mal moins qu'il y en avait à l'époque pour les raisons que je vous ai expliquées. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un projet de loi qui ferait consensus, puis on veut l'adopter très rapidement, ça serait possible de le faire. Donc, les partis s'entendraient, conviendraient d'une mesure accélérée, mais qui ne serait pas forcée à la majorité. Un exemple, on est en décembre, on est sur le point de s'en aller, t'es en train de choisir mes cadeaux de Noël, puis là, j'apprends qu'on va avoir un projet de loi pour permettre la circulation des motoneiges sur des terres privées, entre autres des agriculteurs, alors qu'il y a un jugement qui rendait le tout impossible. Puis là, ça compromettait la saison touristique qui était très importante. Fait que en une demi-journée, les partis sont entendus, on a adopté une mesure qui permettait la circulation des motoneiges en disant, dans 1 an, on réévaluera. Mais là, tout le monde était d'accord, mais ils ont pris le temps quand même de le débattre, puis ils ont encadré ça de manière que ce ne soit pas les temps de parole normaux qui s'appliquent. Donc ça, c'est possible. Mais le consentement à l'Assemblée, c'est pas toujours possible. Quand c'est pas possible, il y a cette mesure d'exception qui peut être adoptée à la simple majorité par le gouvernement, puis tous les gouvernements y ont eu recours à un moment ou à un autre. Je vous dis un mot des projets de loi d'intérêt privé. Donc, contrairement à un projet de loi dit public qui va concerner là, toute la population ou une grande partie de la population, je référais tantôt à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, par exemple,
Il peut y avoir des cas où ça va être vraiment plus pointu. Donc, une municipalité qui veut modifier sa charte, modifier des titres. Je pense à l'amphithéâtre de Québec. Hein, pour le construire, il fallait modifier des règles de la Ville de Québec. Donc, ça passe par un projet de loi dit d'intérêt privé. Fait que là, évidemment, la démarche que j'ai décrite pour les projets de loi publics n'est pas la même. À ce moment-là, ça va découler d'une initiative externe. Donc, ça va être rédigé par un procureur externe. Mais ultimement, ça va arriver à l'Assemblée parce qu'il va falloir la traduire. Puis, les gens de l'Assemblée que je salue, Maître Roy qui est ici, Valérie Roy qui est la directrice de la législation, va accompagner la personne de l'externe pour lui dire, voici les étapes à franchir. Puis, elle va faire le lien avec les ministères, etc., pour s'assurer que la mesure puisse cheminer à l'Assemblée éventuellement. Et donc, contrairement à un projet de loi que, on dit c'est secret avant que ça soit présenté, là, au contraire, pour être sûr que les gens qui seraient touchés par la mesure le sachent, on va exiger qu'il y ait un avis qui circule dans la Gazette officielle, puis dans un journal local, qui va décrire en gros la mesure pour que les gens intéressés puissent avoir l'occasion de faire valoir leur point de vue en commission. Donc, c'est prévu comme ça. Okay? Donc, tout ça là, est vu par les gens de chez nous, à la direction de la législation. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un guide. Fait que pour ceux que ça intéresserait, mais c'est quand même pointu, n'hésitez pas. Puis évidemment, les équipes à l'Assemblée nationale sont là aussi pour vous aider à cheminer à travers les étapes si un jour, c'est quelque chose là qui vous est présenté comme solution dans un problème donné. Mais donc, ça explique la distinction. Et là, on voit que la démarche va être un peu différente. Ça va être présenté par un député, mais le député ne va pas lire les notes explicatives. Il va simplement être, dans le fond, la courroie de transmission entre celui de l'externe qui veut une mesure, puis il va accoler son nom parce qu'il faut qu'il y ait un député qui pose un geste pour qu'une mesure législative soit présentée. Mais là, la mesure, souvent, ça va être un petit peu plus ténue, il va y avoir moins de dispositions. Un exemple récent, loi concernant la dissolution de l'Agence de développement de Ferme-Neuve. Donc ça, c'est présenté. Donc, on accole le nom d'un député qui accepte, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec le contenu du projet de loi, mais pour que le législateur en soit saisi, ça prend un projet de loi qui va se faire le porte-parole, si on veut, là, qui permette la transmission à l'Assemblée. Il ne va pas nécessairement être garant du contenu. Puis souvent, ça va être le ministre concerné qui va avoir un rôle à jouer en commission parce que lui, il va se demander, ça change quoi, là? Il faut que ce soit équitable, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe, etc. Puis une des questions qui va se poser dans ce type de projet de loi aussi, c'est est-ce que c'est la bonne façon de régler le problème? Donc ça, il va y avoir des questions qui vont se poser aussi à ce niveau-là. Les étapes du processus vont être assez similaires, mais pas dans le même ordre, puis souvent beaucoup plus courtes. Donc, présentation, comme je vous l'ai dit, on ne prend pas la parole, on dit que le projet de loi le présente, puis que la directrice de la législation confirme que les avis, puis tous les documents qu'il fallait y rattacher ont été faits. Puis une chose importante, c'est que le projet de loi, si on veut l'adopter dans une période de travaux, il doit avoir été acheminé avec les documents afférents avant le début de la période de travaux. C'est quand le début de la période de travaux? Le règlement prévoit que à chaque année, là, on prévoit une année d'avance, c'est quoi le calendrier. Fait que là, on a déposé récemment le calendrier qui est applicable dès septembre, ça va jusqu'en juin de l'année prochaine. Fait que c'est comme ça que vous savez, c'est quand la période de travaux, puis c'est quand la date butoir pour amener votre projet de loi. Ensuite, il va y avoir des consultations avec qui? Avec ceux qui sont manifestés, qui ont dit « Moi, j'ai peut-être quelque chose à dire sur ce projet de loi-là. » Nous, on tient un registre. On va les entendre en commission. Quand cette phase-là est faite, on va passer tout de suite à l'étude détaillée. Et donc, on va étudier le contenu du projet de loi. Puis après ça, on arrive à l'Assemblée, on dépose, puis on adopte le rapport tout de suite. Puis ensuite, il y a les étapes d'adoption finale puis de principe qui peuvent se faire en même temps. Puis quand le projet de loi est consensuel, souvent c'est pour rendre service dans une municipalité, il y a un problème de titre, il faut le corriger. Donc, c'est pas ça qui prend le plus de temps. Fait que l'étude va faire là, une demi-journée, une journée en commission, puis ça va suivre les étapes là, assez rapidement. Des fois, on les voit en fin de parcours à la fin de période de travaux. Mais de plus en plus, il essaie de les insérer au fur et à mesure pour qu'ils cheminent, puis que ça pose pas trop d'écueils là, en cours d'étude de cette mesure-là. Un exemple, je vous le disais, c'est le Centre Vidéotron qui a passé par là, mais ça peut être une charte d'une personne morale. Donc, il y a différents trucs, c'est très, très, très pointu. Et donc, comme je ne veux pas dépasser mon temps, parce que moi, je suis le maître du temps à l'Assemblée, je vous garderai encore des minutes peut-être pour poser des questions, si ça vous tente. Merci. Deux cours. La première, je connaissais les villes privées, là.
je présidais M. Duplessis comme le roi. Moi, j'en ai présenté comme avocat pour aider les problèmes de testament, les biens privés. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les projets d'intérêt privé? Oui. Mais ça se passe plus comme avant. Là. C'est-à-dire que la mesure... S'il est fait, puis il attendait, il me donnait oui ou non la permission. Ça serait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de consultation à l'intérieur des ministères maintenant. Et donc, la courroie de transmission, on voit la mesure, puis on se demande, est-ce que c'est la bonne manière de régler l'enjeu? Puis là, il y a des discussions avec le ministère concerné, puis des fois, quand on a plusieurs projets d'intérêt privé pour régler un même enjeu, ben là, ça va passer par un omnibus. Là, on va venir corriger quelque chose dans la loi qui va peut-être permettre à plus de monde de ne pas avoir cet écueil-là. Et donc, ça a un peu changé, mais ça reste une mesure d'exception et ça donne un pouvoir spécifique. Puis souvent, c'est ça va être pour des municipalités qui vont s'en prémunir. Pour l'autre question, s'il existe un dictionnaire noir des mots interdits. Oui. La question, c'est est-ce qu'il existe un dictionnaire noir des mots interdits? Ah oui, c'est ma question. Vas-y. J'ai vu l'autre jour que le Premier ministre n'a pas pu prononcer le mot « honte ». Oui. Malgré que dans le temps, quand j'étais là, Girouette en avait ça. Girouette. Mais il y a un nombre considérable, il s'accroît constamment. Qui décide d'inclure un mot dans ce dictionnaire? C'est pas M. Larousse, ni M. Robert. Et il faut distinguer M. Larousse et Robert du lexique des propos non parlementaires auquel vous faites référence. C'est intéressant comme concept. Comme ça, lexique. Des propos non parlementaires. C'est qu'on a l'article 35 du règlement qui prévoit qu'on doit s'adresser à la présidente et non directement au député. On utilise le titre du député pour éviter que ça vire en trop d'émotion. Et donc, il y a toutes sortes de règles qui encadrent le droit de parole. Mais on ne peut pas utiliser des propos injurieux, blessants, séditieux, qui imputeraient, par exemple, que quelqu'un est malhonnête ou a menti. Okay? Et donc, à chaque... Il y a d'abord celui qui décide d'utiliser le terme. Okay? Puis, je vous rassure, il y a beaucoup plus de termes dans le Larousse et dans le Robert que dans les propos non parlementaires. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore tous testé ceux qui pourraient se retrouver là éventuellement. Donc, ceux qui sont dans le lexique des propos non parlementaires, c'est une présidente ou un président, à un moment X, qui a jugé dans les circonstances que ce mot-là n'aurait pas dû être prononcé, puis on le fait retirer. Quand on le fait retirer, il y a une trace au procès-verbal, donc tout ce qui se fait dans une séance. On dit tel député a retiré des propos non parlementaires. On ne fait pas exprès pour mettre les propos là. Mais dans le lexique, on va retrouver les propos en question. Donc, un exemple, c'est « Madame la Présidente, si le ridicule tuait, il y aurait un député moins en vie aujourd'hui. » C'est pas très gentil. Donc, cette expression-là, on ne peut pas l'utiliser si on parle d'un député. Maintenant, clown, cave, cochon. Si on parle du cycle du soleil, ça va. Si on parle de la cave comme étant une partie d'un bâtiment, ça va. Si on parle de mon fameux projet de loi qui encadre l'élevage porcin, ça va. Si on traite son adversaire politique, de ce mot-là, ça marche pas. Et donc, sur le temps... Le droit à une personne de limiter le droit de parole. Ça, c'est un parlement. On va là pour parler, pour exprimer ses émotions, son opposition, son appui. Oui. Alors là, Oui. ça fait le pas mal. Là. Ouais. Mais vous avez un point qui est intéressant. Puis la jurisprudence dit qu'on peut avoir un certain degré d'émotion. Puis à un moment donné, il va y avoir une petite escalade. Puis des fois, on va permettre... la présidente a utilisé récemment le pitou puis minou. Je l'ai permis à un, je vais le permettre à l'autre, mais là, à un moment donné, on va arriver à quelque chose de plus raisonnable. Donc, elle juge la température. Mais à un moment donné, quand ça fait peur, puis là, qu'on n'est plus capable de se parler, tout ça, c'est là pourquoi. Je comprends votre réaction, puis les citoyens aussi qui disent, mais pourquoi on ne peut pas dire ça? Je vous dis que quand on prend la parole, là, on n'a pas envie d'être contraint par le président de ce qu'on veut dire. Oui. Il me semble que c'est moins sévère à Ottawa. C'est moins sévère. L'ignorance de la langue française. Il y a plein de mots qui sont étendus parce qu'ils interprètent de façon... Ouais. C'est moins sévère, mais parfois, les députés sont jugés plus sévèrement pour leur comportement à Ottawa, en tout respect. Comportement peut-être. Ouais. La loi, mais les mots. Et les mots, en fait, les mots, je vous ramène à l'essence même de notre règlement. Le règlement, il est adopté par l'ensemble des parlementaires. C'est eux qui ont décidé qu'il allait avoir des mots qu'on ne pourrait pas prononcer. Et donc, si les parlementaires veulent changer cette dynamique-là, non, mais ça me fait plaisir d'avoir cet échange-là. Ça en fait par le président. Oui. Le président s'est vu arroger un droit Oui. de dire, vous ne pourrez pas payer ce mot-là. Tous les mots français, même des mots assez recherchés, c'est exclu. Moi, j'en reviens pas trop. Ouais. J'en reviens pas. Mais comme je le dis, On peut pas dire ce qu'on veut, c'est le Parlement. il y a plusieurs mots dans le dictionnaire qui, heureusement, n'ont jamais été prononcés. Puis s'il était, on devrait les mettre dans le lexique. Je pense entre autres à prostituée, à moins qu'on encadre cette activité-là dans la société. Et ce qu'il faut savoir, c'est toujours une question de contexte.
Et donc, selon le contexte, comme je vous dis, à un moment donné, on va juger que là, ça va trop loin. Les mots menteurs, si on les permettait, déjà que les gens jugent durement les députés, si on se traite constamment de menteurs, ça part pas. Les députés s'expriment comme le monsieur de tolérant. Ça, c'est un menteur tolérant. On va exclure tolérant. Ouais, mais Talleyrand a aussi dit que quand on exagère, ça devient insignifiant. Puis quand on parle d'un député en face de nous, puis qu'on utilise cette expression-là, ça a été retiré dernièrement. Parce que là, traiter son adversaire d'insignifiant, on pense que c'est pas nécessaire pour avoir un débat sur le fond des choses. C'est la dynamique parlementaire qui, évidemment, peut être critiquée. Et moi, j'invite toujours les... Effectivement, Ouais. on ne peut pas blesser, son senti va être affecté. Attention. Pas du parlementarisme. Regardez en France, par exemple, les grands débats entre Jaurès et Clémenceau, ça se parlait plus robuste que ça. C'était des vrais débats, là. Personne ne disait, oh, non, on ne peut pas dire ça. Non. Mais nous, on se permet ça, là. Je pense qu'on peut l'applaudir non plus, non? À la période des questions. Pas plus. Pendant le reste du temps, on peut, quand on présente un projet de loi, etc. Mais savez-vous quoi? Les applaudissements, c'est les députés qui ont décidé de s'astreindre eux-mêmes à cette règle-là. Parce que aujourd'hui, on pose en moyenne là, une question principale, donc de fond, sur un sujet donné qu'on en posait avant. Parce que le temps des applaudissements, moins la question était bien répondue, plus on applaudissait, plus la question était acerbe, plus on applaudissait. Ça faisait une bonne game, là. C'est sûr, là. Tu sais, les gens dans la salle, on avait plus d'audience. Mais après, est-ce que ça faisait un débat de fond tel que les députés le souhaitaient? Eux, ils jugeaient que ça avait une répercussion négative sur leur image et on dit on va arrêter ça. Et donc, la présidente est prise à appliquer la règle. Mais moi, ce que je dis dans un cas comme celui-là, c'est légitime, ce débat-là, il faut l'avoir à un moment donné. Puis ça passe par une réforme parlementaire. C'est-à-dire, les règles du jeu parlementaire, c'est les députés qui la sont imposées. Ils ont la liberté de parole qui les protège, mais ils peuvent peut-être pas dire n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, ça peut heurter des gens. Puis après ça, on peut pas les poursuivre en diffamation. Donc, il faut encadrer la liberté de parole par des règles. Puis ces règles-là, si les députés veulent les changer, libre à eux. Mais après, quand on est d'un côté ou de l'autre, des fois, on voudrait avoir plus de liberté de parole pour pouvoir être peut-être un peu plus acerbe. Puis quand on est de l'autre côté, on a moins le goût que ce soit le cas. Puis il y a un équilibre naturel. Puis après ça, je suis obligé d'expliquer que c'est ça la dynamique. Et je vous remercie. Une dernière complémentaire. Moi, l'idée, c'est difficile de se faire élire. Hein? Je suis député. Je vais parler pour mes électeurs. L'idée que je vais me lever et je vais envoyer des mots français. Puis il y a quelqu'un qui est assis sur le banc là-bas et qui va dire non, on va dire ça. Pour moi, c'est intolérable. Intolérable. Je comprends. Je vais juger pour le peuple. Je vais juger pour le peuple. Si je suis injurieux, si je suis vulgaire, je vais juger très sévèrement. Je ne suis pas elle à me juger ou elle. Mais la beauté de l'affaire, c'est que moi, je suis juste secrétaire général. puis celui qui décide, c'est le président. Puis le président, savez-vous quoi? Il est un élu. Et il y a un peu la perspective que vous amenez. Madame Roy, par exemple, parce que c'est avec elle je travaille en ce moment, elle a une belle façon d'amener les choses. Elle a été dans l'opposition. Quand elle était dans l'opposition, elle la mordait, là. Elle aimait ça. Puis c'était ça son rôle. Puis elle le comprend. Quand elle était du côté du gouvernement, elle devait justifier des prises de position, puis des fois, elle devait aussi être parfois cinglante. Et donc, quand elle juge les propos devant elle, elle va tolérer là, une certaine chaleur. Mais à un moment donné, à la lumière de tous les précédents, puis il y a pas juste la présente actuellement, le lexique existe depuis les années 70. Fait que là, on additionne des termes. Puis là, ça donne le guide de ce qui a jamais été toléré, comme le mot menteur, on le tolère jamais. Et donc, ça, c'est de tous les temps. Puis au fur et à mesure, des fois, il y en a qui s'ajoutent. Puis là, ben, c'est à la lumière de tous ces précédents-là, puis de la chaleur qui peut être tolérée dans différents instants où on dit, OK, là, faut laisser un petit peu la soupape aller parce que sinon, c'est intolérable. Puis des fois, ben là, ça va trop. Puis dernièrement, elle a eu à suspendre la séance parce que là, c'était juste intenable. Alors, tu sais, c'est beaucoup plus intéressant à juger avec du recul quand on n'est pas dans la salle que quand on est dans la salle puis il fait chaud. Mais ces règles-là visent à avoir un débat relativement serein. Oui? Parce que moi, j'ai une expérience, par exemple, j'étais premier ministre. Puis j'avais mal rapporté les propos d'un ministre étranger à Florent. Quelqu'un s'est levé et il a dit le nez du premier ministre est allongé. D'accord. Ça avait passé, puis on l'avait ri. De façon intelligente, dit. Exact. On peut tout dire, ça. Ouais. Mais j'ai vu des situations comme celle-là où il y a une pointe d'humour, puis c'est dit, c'est une attaque, mais c'est tellement habile que tout le monde en rit, puis il n'y a pas de réaction. Mais à partir du moment où quelqu'un se sent blessé, son leader d'opposition se lève. Vous l'avez le mot, se sentir. Exact. Se sentir. Exact.
Ouais. Je m'en fous, moi, si c'est blessé. Qu'est-ce que soit que je veux? Ce que je veux, je suis dans la position. Je veux donner le journal le soir. Je veux m'activer. C'est clair, c'est clair. C'est un début, évidemment. Comme dernièrement, Mme Gazal a traité la ministre de l'Habitation en faisant référence à Marie-Antoinette, la Marie-Antoinette des pauvres. Évidemment que ça a créé un émoi dans la salle. C'est ça qui a mené à la suspension de la séance. Et j'en parle, j'ai encore chaud, parce que là... Non. Est-ce que je peux poser une question pour revenir un peu au processus législatif? Là? Quand même, on ferait rentrer dans le processus. Mais tout ça pour dire, juste pour finir, un échange quand même intéressant, puis je vous remercie, là, ça me pousse dans l'explication un peu plus en profondeur des concepts, mais c'est ça, quand les gens ne se sentent pas blessés, ça passe, tout le monde en rit. Des fois, il y a des journées où, tu sais, ça chauffe un peu plus. Quand tu as une commission d'enquête sur un sujet, des fois, là, tu sais, ça monte. Mais dès que quelqu'un va se lever et dire, là, moi, je me sens blessé, la présidente, à un moment donné, elle n'a pas le choix, tu sais, de calmer le jeu puis de juger. OK, est-ce que ça vous blesse parce que ça serait légitime que je demande de le retirer, ou c'est une critique? Puis elle emploie ce mot-là des fois pour justifier. Elle dit, ouais, mais ça, c'est de la critique de l'adversaire. Ça, je vais le tolérer. Et donc, elle a ajouté peut-être cette conception-là pour que tout le monde comprenne pourquoi elle va faire retirer ou pas un tel propos en fonction de ce qui a déjà été retiré, parce que quand ça a été retiré 50 000 fois, on dit, Madame la Présidente, là, vous n'êtes pas cohérente, le menteur, on l'a jamais toléré. Elle peut pas se lever un matin en disant, ben là, désormais, je vais tolérer... Oui, c'est ça. Je me sens blessé. Ils sont pas fins. Ils font de la peine. Oui, Ouais, ils font de la peine. oui, Daniel. Comment le mot girouette peut être non parlementaire? Ouais. OK? Donc, il y a des excès. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Ouais. M. Bouchard, là, si Ouais. il parle de cette affaire-là. Vous n'êtes pas politicien, puis vous êtes là pour nous expliquer le fonctionnement Ouais. de l'Assemblée nationale. Ouais. On peut poser notre propre jugement. Absolument. par rapport à ça. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une utilisation abusive de la formule langage non parlementaire, à mon propos, à mon avis. OK? Puis l'histoire nous le démontre. Là, ça arrête le débat. Donc, Mais moi, je souhaite autant Ça doit être d'interactions pour les prochains intervenants cet après-midi, mais je vais répondre à votre question. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, mon éminent collègue pose une très bonne question, puis ce qu'il faut comprendre, dans le cas de la Girouette puis de Marie-Antoinette, en fait, c'est que, ça rime en plus, on peut voir l'aspect blessant de la chose, mais il y a aussi une règle de base à laquelle j'ai référé au début, c'est qu'on doit utiliser le titre des gens. Parce que là, si on commence à les qualifier de colibets, de toutes sortes, tu sais, on a parlé de la fonction, de l'importance de la fonction de premier ministre. On va pas traiter le premier ministre de clown, puis de girouette, puis de ci, puis de ça. Ouais. Mais donc... C'est vrai, ça? Ouais. On a appris plaisir. Mais on l'a planché des deux côtés, donc à la fin, Pitou Minou devait être relativement traité équitablement. Lui, le premier, il est privé de s'humilier d'avoir l'air d'un con, de se retirer parce qu'il avait prononcé le mot honte. Ça, moi, j'aurais de la misère avec ça. Je peux pas t'apprendre ça. Ouais. Mais pour revenir au titre des gens, c'est que sinon, il n'y a pas de fin à ça. Et donc, la girouette en soi, c'est parce qu'à l'époque, M. Charest avait dit de M. Dumont, qui était le chef de l'opposition officielle, notre girouette nationale. Fait que là, le président Bissonnette de l'époque, il dit, ouais, mais pour la petite histoire, les gens disent, je vais vous demander de retirer les propos. Il dit, je retire national, Monsieur le Président. Fait que là, le président dit, je vais vous demander de retirer l'expression au complet. Puis pourquoi on l'a fait? C'est pas la girouette. Cette expression-là, de dire quelqu'un qui change tout le temps d'idée, ça passe. Mais de dire que désormais, ce serait plus le chef de l'opposition, je vais m'adresser à lui en étant la girouette nationale. Puis là, on va traiter le PM désormais de mouton-ci, puis de ça, puis c'est là où faut trouver un cadre qui permet d'exprimer des idées sur le fond des choses, mais sans constamment s'attaquer puis s'affubler de mots qui... Je pense que je vais arrêter parce que... Il y a combien de mots dans le dictionnaire? Il y en a combien de mots? Je sais pas. Interprétation élastique. Ben, c'est-à-dire que c'est... Police du langage. Quant Ouais. à moi, ça n'a pas sa place à l'Assemblée nationale où c'est un débat parlementaire. Mhm. C'est mon opinion. Alors, nous comptons sur vous pour faire rapport. C'est noté. Une dernière question. Sur la législation. Puis il y a une règle à l'Assemblée aussi, c'est la pertinence. Là, on s'est écarté du sujet en discussion. Bien, c'est ce qui me faisait penser justement à ma question. Un amendement qui n'est pas Recevable. qui est pas recevable, au fond, à la limite, c'est la présidente de l'Assemblée qui décide. Est-ce qu'il arrive que la décision de la présidence soit renversée par la
majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas possible dans notre procédure parlementaire à nous. Donc, il y a des endroits où une décision de la présidente peut être renversée par une majorité. Mais pas à Québec. Pas à l'Assemblée nationale. Et donc, nous, il y a 2 niveaux. Si c'est en commission parlementaire, c'est la personne qui préside qui a l'autorité pour décider de la recevabilité ou pas. Puis quand on est rendu à l'Assemblée, donc, exemple, à la prise en considération, là, c'est la présidente de l'Assemblée qui a ce rôle-là. Mais c'est essentiellement là, les mêmes critères qui vont être appliqués. Puis nous, ben, on suit ce qui se passe en commission pour essayer de tenter de trouver une cohérence aussi dans ce qui va passer à l'Assemblée. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que des fois, en commission, je vous ai dit, des fois, on veut faire plaisir, on va accepter quelque chose. Si personne soulève la recevabilité, ça se peut que le président de commission laisse passer l'affaire. Puis si c'est battu, puis que c'est représenté après ça à l'Assemblée, la présidente, elle a l'obligation de statuer ce qui est recevable ou pas, parce que nous, on va nécessairement le mettre aux voix à la fin. Et donc, ça se peut que des fois, il y a des choses qu'on va déclarer irrecevables à cette étape-là, puis qui ont passé sous le radar pour toutes sortes de raisons, parce que le but, c'est toujours de ne pas mettre de sable dans l'engrenage. Donc, si ça allait bien en commission, personne ne l'a soulevé, c'est une chose. Mais à l'Assemblée, à la fin, la présidente va avoir le rôle de trancher. Il y a un projet de loi omnibus, c'est traité comment? Ça pose toutes sortes de questions, mais on va le traiter comme tel. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plein de morceaux qui sont amoncelés et qui, c'est très difficile d'en déterminer un grand principe. Hein? Donc, c'est plein de petits principes, mais il va falloir se rattacher à c'était quoi l'objectif de la mesure. Puis si on veut amender cette mesure-là, est-ce qu'on est toujours dans le même thème, le même objet, ou là, on est vraiment là à quelque chose de très différent? Une dernière question. En fait, vous mettez sur le site Internet le torchon. Pas tellement. Parce que, enfin, quand on fréquente ça un peu, là, quand les amendements sont publiés très rapidement, mais sous la forme du papillon. Oui, du papillon, exact. Mais le torchon, sa version... c'est vous seul qui avez le privilège d'avoir. Ouais. Mais quelle est la durée, au fond, c'est toujours une préoccupation que tout le monde a, de la consolidation, au fond, de la codification de la loi elle-même, là, avant de la mettre sur le site de l'Assemblée nationale. Ouais. Évidemment, c'est une grande amélioration parce que quand la codification avait lieu aux 5 ans, on se promenait toujours avec des petits papiers. Là, bon. Là maintenant, c'est plus rapide, mais des fois, c'est pas assez rapide. Qui est en charge de ça? Pouvez-vous expliquer un peu? Oui. Alors... J'ai une explication, puis je pense que les chiffres là, vont parler d'eux-mêmes. Je vous référais tantôt au projet de loi 15. Le projet de loi 15, au départ, il y avait 1180 articles. Oui. OK, sur la santé. Vous savez eu combien il y a d'amendements qui ont été adoptés en cours d'étude? 924. C'est ça. Et combien dans le bail? Là, par exemple, je les ai pas distingués, là. C'était une longue nuit. Mais tout ça pour dire que, tu sais, nous, après ça, il faut assurer la cohérence du texte. Puis là, les amendements, mais c'est des petits bouts qui disent modifier un bout de ce texte-là. Puis c'est un sous-amendement. Ben là, il faut remonter la chaîne, il faut en faire un tout cohérent. Et pendant un certain temps, celui qui s'intéresse à la question doit aller référer puis faire l'exercice par lui-même d'additionner les morceaux. Puis éventuellement, il va y avoir la version là qui va permettre de comprendre le tout. Plus la mesure est costaude, plus il y a eu de modifications en cours d'études, plus ça va prendre de temps avant d'avoir la version là, finale accessible à tous. Maître Boileau peut peut-être donner une explication plus raffinée là, quant à la date là, souhaitée. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui voudraient avoir la version là, le plus rapidement possible. Si le projet de loi, il y a 2-3 articles, des fois, c'est des projets de loi qui ont un gros effet à modifier la charte des droits et libertés pour inclure le mot « femme », ben c'est très important, mais c'est pas très long à écrire, puis c'est prêt rapidement. On a aussi raffiné nos outils. On a beaucoup d'outils électroniques maintenant. Là, même les légistes, ils ont accès au site graphié. Donc, tout transige par là. Donc, ça facilite aussi les étapes parce qu'avant, ça partait manuel. Puis là, il fallait découper là, comme en freluche. Puis là, coller les amendements puis faire un tout avec tout ça. Mais malgré ça, quand la mesure est très costaude, puis qu'à la fin, on est allé peut-être rapidement pour l'adopter, là, tout coller les morceaux, à la fin, on a un souci que ça dise la vraie version, tant en français qu'en anglais. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner dans les délais que j'ai. Mais c'est l'Assemblée qui charge de ça. Oui, on fait le lien. Nous, on a un bout à l'Assemblée. Puis après ça, il y a un organisme qui s'occupe de la publication des lois. C'est ça. Mais eux, ont-ils une fonction aussi sur le contenu, sur l'édition des lois? Ou... Probablement qu'il y a des échanges. Puis nous, on a aussi un pouvoir dont j'ai pas parlé, c'est-à-dire que tout ça, c'est le rôle du législateur. Okay? Mais il peut y arriver des fois qu'il y a des coquilles. Puis là, il faut toujours distinguer la modification de contenu qui doit passer par le législateur.
Puis la modification de forme, tu sais, un le qui s'est transformé en la ou un le en lait, tout ça. La directrice chez nous de la traduction et édition des lois, qui est Maître Morin, que je salue, elle a un pouvoir de correction. Et donc, parfois, à la toute fin, il va y avoir des corrections là, administratives, puis on en tient un registre, puis on m'en fait rapport que je vois. Plus le projet de loi est allé rapidement, plus il était costaud au début, des fois, plus il y a de ce type de correction-là. Et parfois, c'est à la suite d'échanges, justement, quand on en est rendu à l'édition finale, puis on réalise, oups, ce mot-là, il manque un « le » ou ça peut arriver. Alors, merci beaucoup. Oui. Merci à vous.